Alors, je vais vous parler quand même d'une période qui est relativement restreinte, 10e, 11e, 12e siècle. Il faut voir une chose pour commencer et bien comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la nouveauté des relations de l'homme et de la femme au Moyen Âge. Il faut prendre conscience du fait que les institutions féodales vont permettre à l'Europe de rayonner de manière tout à fait exceptionnelle à partir du XIe siècle. Et ça, vraiment, sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan technologique, et même sur le plan économique. Et c'est ça qui va expliquer le fait que, par exemple, on va assister à l'érection des cathédrales, chose inimaginable, vu ce que ça représente comme dépense, vous voyez. C'est un luxe inouï qui est déployé dans l'histoire. Et pour vous en donner une idée, vous voyez que la cathédrale d'Amiens, par exemple, va être construite uniquement grâce à la contribution des bourgeois de la ville d'Amiens. C'est-à-dire qu'on a une grande richesse économique, mais on ne thésaurise pas. Tout ça ne se transforme pas en argent. Au contraire, on dépense. On dépense pour la construction des cathédrales et on dépense pour les croisades. Ça, c'est quelque chose aussi qui est inimaginable. Alors, le terme de croisade, c'est un terme qui est du XVIIe siècle. Donc, il faut vous représenter qu'à cette époque-là, en réalité, il ne s'agit pas de croisade, il s'agit de pèlerinage. C'est-à-dire que les gens de tous les points de la chrétienté affluent en Terre Sainte et font pèlerinage, notamment à Jérusalem. Seulement, un immense massacre de pèlerins va avoir lieu, 12 000 personnes vont être tuées par les musulmans, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, ce qui s'impose, c'est de partir faire le pèlerinage en étant armé. Et donc, en 1074, l'empereur de Byzance a fait un appel au pape pour qu'il demande aux pèlerins de venir le soutenir en face des musulmans. Et à ce moment-là, se produit quelque chose d'extraordinaire, c'est que les chevaliers partent aussi bien avec femmes et enfants. Ils ne partent jamais seuls. C'est une famille entière, c'est pour ça que je vous disais, on va parler de la famille, c'est une famille entière qui part en pèlerinage en Terre Sainte. Et au concile de Clermont, donc, Urbain II prêche comme le lui a demandé l'empereur, et finalement, donc, les Occidentaux vont intervenir en Terre Sainte. Leur départ a lieu en août 1096. Et donc, les femmes vont se battre. De nombreuses femmes vont se battre, comme par exemple les épouses des Normands de Sicile, ou bien une femme célèbre, Ida d'Autriche. Si bien que au 1er juillet 1097, quand les croisés remportent une première victoire contre les Turcs à Dorilé, eh bien, ce succès est carrément attribué aux femmes. C'est ce que pense l'un des chroniqueurs, un anonyme de la première croisade, un Normand. Donc vous voyez que là déjà, on a au niveau des relations qui sont entretenues entre hommes et femmes, quelque chose d'assez exceptionnel. Cette période faste de la chrétienté, donc du XIe au XIIe siècle, provoque notre étonnement. Et par conséquent, la question à laquelle je vais répondre là pour vous, c'est comment s'organisent les relations de l'homme et de la femme au temps des cathédrales. Alors pour répondre à cette question, comment s'articulent donc les relations de l'homme et de la femme au temps des cathédrales, on verra d'abord les nouveautés féodales, ensuite la redistribution du pouvoir, la puissance des dames à l'âge des seigneurs, donc ça c'est la grande nouveauté, et enfin Fontevraud, parce que c'est un lieu privilégié pour bien comprendre comment s'articulent justement toutes ces relations. Alors, en ce qui concerne d'abord les nouveautés féodales. Les nouveautés féodales, elles s'inscrivent dans la révélation chrétienne, et donc, premièrement, dans le sacrement de mariage. Il faut dire que l'évangélisation a trouvé un terrain tout à fait favorable en Gaule. Pourquoi ? Parce que les Celtes sont déjà tournés naturellement vers la famille et tous les Francs, Burgondes, Visigoths qui les envahissent de même. En fait, les tribus barbares qui s'implantent en Gaule considèrent
Bon, évidemment, pas de la manière abstraite comme nous qui sommes habitués à la sociologie, hein, mais enfin vivent, en fait, d'un noyau qui est la famille. Elle considère donc que c'est bien la structure essentielle de la société. Ça nous semble anodin, mais en réalité, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Pourquoi ? Parce que à Rome, par exemple, la seule chose qui compte, c'est l'autorité du père. La famille, pour ainsi dire, n'a pas d'existence sur le plan juridique. Donc vous voyez que les peuples barbares sont mystérieusement ouverts à la nouveauté de l'Évangile. Et donc, ils vont s'acclimater très bien du caractère indissoluble de l'union de l'homme et de la femme. Tout ça s'appuie sur saint Paul en particulier. La femme n'est pas la maîtresse de son corps, il est à son mari. Le mari n'est pas davantage le maître de son corps, il est à la femme. Donc vous voyez que là, on a une égalité stricte des sexes dans le mariage. Et donc, le consentement au mariage est libre. Alors, c'est là qu'il va y avoir évidemment des choses qui vont avoir un peu de mal à pénétrer les esprits. Il va falloir plusieurs siècles pour s'habituer à tout cela. Pourquoi ? Parce que d'abord, le droit romain considère que la fille est une éternelle mineure. Elle passe de la tutelle de son père à celle de son mari. Elle n'a aucun droit. Dans les peuples barbares, certes, il y a la famille, mais il y a le poids familial. Et donc, le poids de la famille coutumière, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'oppose à la liberté de la jeune fille dans le mariage chrétien. Par conséquent, il va se passer quelque chose d'un peu étonnant pour nous aussi, c'est que l'Église va fortement agir pour éviter l'inceste. Alors, l'inceste n'est pas comme on le considère de nos jours. Il s'agit en fait d'éviter le mariage des cousins. Et ça, parfois jusqu'au 9e degré. Finalement, l'Église va trancher au concile de Latran et les cousins donc seront interdits de se marier ensemble jusqu'au 4e degré. Cela donc à partir de 1215. Mais vous voyez que le bienfait de cette conception de l'Église et du mariage, d'interdire donc des mariages entre cousins, ça permet d'élargir la famille, d'éviter la consanguinité, mais c'est surtout d'élargir le rayon de la solidarité. Et ça, c'est très important dans cette période où tout est en train de se nouer. Donc, dès le 8e siècle, le consentement des parents n'est plus nécessaire pour le mariage. Et au XIIIe siècle, finalement, Guillaume d'Auxerre résume ce dont il s'agit dans le mariage. Le mariage, c'est la volonté générale d'établir l'association conjugale, la cohabitation, les relations charnelles, les services mutuels et le pouvoir de chaque époux sur le corps de l'autre. Dans la période féodale, donc finalement, dans la plupart des coutumes, pour que le mariage soit valide, eh bien, la majorité des filles va être établie à 12 ans et celle des garçons à 14 ans. Vous voyez qu'on tient compte du rythme biologique. Alors, cette égalité des sexes a évidemment d'autres conséquences que celles du mariage. Elle va s'étendre à l'ensemble des droits qui régissent la société, avec donc des nouveautés qui concernent évidemment surtout le droit des femmes. Donc la femme mariée demeure propriétaire de ses biens propres, ils sont inaliénables. Le mari en a la saisine. Alors, ce qu'on appelle la saisine, ça veut dire qu'il peut être amené à administrer, à jouir des biens de sa femme, il en a l'usage, mais en aucun cas, il ne peut en disposer. En revanche, la femme mariée, elle, participe de droit à tout ce que le ménage peut acquérir. En cas de décès de son époux, elle a la jouissance de la moitié des biens qui sont propres au ménage, ça en ce qui concerne la roture, et dans la noblesse, ça peut aller jusqu'au tiers. Ensuite, la femme a des activités qui lui sont propres, comme par exemple le commerce. Elle peut témoigner en justice pour tout ce qui se rattache à son commerce. Elle jouit donc de la capacité juridique. Et cela jusqu'au XVe siècle. C'est à partir du XVe siècle que le droit des femmes va être en chute libre, c'est-à-dire régressé.
Enfin, donc, dans cette période extraordinaire, elle remplace son mari sans autorisation préalable, ce qui vous montre donc sa grande liberté. Alors, par rapport à tout ça, qui est donc une nouveauté considérable dans l'histoire de l'humanité, eh bien, on assiste à la redistribution du pouvoir. Ça pour des raisons qui sont extrêmement concrètes. C'est d'abord la dilution de l'autorité politique. Donc, à partir de maintenant, vous voyez, vous pouvez commencer à réfléchir par rapport à tout ce qui se passe de nos jours. Dilution de l'autorité politique. Et voir quelles ont été les réponses qui ont été faites dans cette période du Moyen-Âge. Quand en 987, Hugues Capet prend la tête de son royaume, eh bien, d'immenses provinces lui échappent. Donc, par exemple, l'Aquitaine, la Bourgogne et encore d'autres. 30 ans plus tard, les rois de France ne disposent plus que du 4/5e du royaume. Donc vous voyez, c'est peau de chagrin. Ça veut dire que ce sont les aristocraties locales qui, en fait, ont pris le pouvoir. Et donc, étant donné qu'elles sont maîtresses des lieux, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont imposer au roi de France l'hérédité des grandes charges. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de l'autorisation du roi pour qu'une charge soit dévolue à quelqu'un de la famille. Il n'y a pas besoin non plus de compétences. C'est donc ce qu'on appelle l'hérédité des grandes charges. Et après, elles vont même imposer la transmission de ces charges à des héritiers plus jeunes, qui donc ne peuvent pas les exercer. Donc cet abandon de l'héritage égalitaire de la noblesse va provoquer quelque chose d'inédit, qui est la concentration du pouvoir dans les mains de l'homme marié. Alors, je vais vous montrer comment. Et aussi, bien évidemment, de la femme selon les cas. La femme d'un grand qui est devenu chef héréditaire dans la terre qu'il domine, eh bien, comme la reine, l'aide du roi va être appelée duchissima, donc duchesse, comitissa, c'est-à-dire comtesse, et même, ce qui est très drôle, elle peut être appelée episcopissa, c'est-à-dire en fait la femme de l'évêque, parce qu'à cette époque-là, les prêtres et donc les évêques sont également mariés. Donc vous voyez que c'est une manière d'envisager les relations qui n'a vraiment rien à voir avec ce qui se passe de nos jours. En cas de disparition du chef de famille, c'est elle, la femme, qui devient donc la plus apte à investir les affaires, puisqu'elle y est associée dès le départ. Donc si c'est l'un des enfants auquel qui hérite de la charge à la mort de son père, en réalité, c'est la mère qui va en profiter. Donc les filles peuvent hériter des fiefs, et surtout dans le sud de la France. Donc vous voyez, ça nous concerne nous, dès le Xe siècle. Cela donc à cause de la génétique, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles dans les familles, et puis surtout à cause de la surmortalité de l'élite guerrière. C'est-à-dire tous ces chefs de guerre, tous ces chevaliers, bien, fort malheureusement, ils meurent assez jeunes. Par conséquent, les femmes héritent. Alors par exemple, je prends un exemple dans le nord de la France. En 1071, le comté de Hainaut est attribué à la comtesse Richilde. Et puis, si vous voulez, suivant les coutumes dans d'autres régions de France, eh bien, l'héritage est partagé même entre plusieurs filles. Donc, les héritières peuvent confier la gestion de leur patrimoine à leur mari, ça, rien ne l'empêche, bien évidemment, mais elles demeurent donc propriétaires de leur patrimoine. Alors, on a un exemple célèbre avec Aliénor d'Aquitaine. Elle est mariée donc à Louis VII, roi de France. Elle lui a apporté évidemment donc l'Aquitaine notamment. Eh bien, quand elle se sépare de Louis VII, son duché va passer à la famille Plantagenet, à Henri Plantagenet, qui n'est pas encore roi d'Angleterre. Donc, pour la première fois, vous voyez que, première fois de l'histoire européenne, les femmes de la noblesse disposent de pouvoirs considérables et qui sont enregistrés dans le droit féodal. Alors, on va maintenant creuser un autre aspect. Il y a toujours plusieurs facteurs qui agissent pour provoquer des effets aussi visibles. C'est la multiplication donc des familles dirigeantes. Que se passe-t-il ?
Eh bien, de 1020 à 1050, par exemple, les fortifications privées se multiplient. Ça veut dire que des châteaux sont construits, mais vraiment dans de très très grandes proportions. Les ligues guerrières donc se multiplient également. Par exemple, si vous prenez l'Anjou, en Anjou, le comte a construit presque la moitié des 60 nouveaux châteaux. À la fin du siècle, il n'en possède plus que 20. Que s'est-il donc passé? Ça veut dire que tous ces jeunes guerriers, face aux troubles qui sévissent dans les campagnes à cause des invasions, de l'insécurité si vous voulez, eh bien ils s'emparent d'un château et puis ils le gardent. Enfin évidemment ça peut poser problème de le garder, donc le meilleur moyen pour le conserver sans avoir trop de friction avec celui qui l'a fait construire, eh bien c'est d'épouser l'une de ses filles. Donc c'est ce qui se passe. Vous avez donc une certaine violence dans la mutation foncière, mais elle est rattrapée par le mariage. Le nouveau propriétaire, donc, assure sa prise en épousant une fille noble. C'est ce qu'on appelle, donc, d'un mot un peu pompeux, mais qui est intéressant, je trouve, qui est l'hypergamie des mâles dans l'ordre des guerriers. Ça veut dire que les guerriers se marient au-dessus de leur niveau social. Voilà, donc il suffit d'avoir un cheval, une armure, quelques mecs avec soi. On prend un château et on va pouvoir épouser donc l'une des filles de celui qui avait fait construire le château. Voilà. Donc ça signifie une chose, c'est que là vous avez une sorte de redondance à cause de cet usage. Les femmes deviennent de plus en plus précieuses, bien évidemment, aux yeux donc de leurs beaux-parents et aux yeux de leurs maris. Puisqu'évidemment, c'est elle qui assure l'ascension sociale de la famille élargie. Donc évidemment qu'on ne va pas les ennuyer. Et ça se vérifie donc dans le montant des douaires. Ce qu'on appelle le douaire, c'est ce qui est donné à la fille quand elle épouse quelqu'un. Donc, même à un niveau assez important, par exemple à Gand, Arnoux de Gand, futur comte de Guînes, donne tout ce qu'il possède pour obtenir la fille de sang carolingien du châtelain de Saint-Aubin. Ah ouais, c'est une manière pas de payer, mais enfin, il donne. Voilà. Donc vous voyez que le mariage a pour objectif la gestion d'un capital ou bien son accroissement. Mais attention, la femme n'est pas une marchandise, ne faites pas de confusion. Le mariage repose sur un contrat établissant une alliance qui suppose l'accord et la collaboration de la femme, autant que de l'homme. Vous voyez ? Donc on arrive à quelque chose de très équilibré dans les relations. Et ça, c'est une nouveauté totale. Ça n'existe nulle part ailleurs que dans l'Occident chrétien. Ça assoit donc la puissance de la femme dans la noblesse. C'est pour ça que j'en arrive à ma troisième partie. La puissance des dames à l'âge des seigneurs. On peut parler donc de l'émergence des dames en tant que telles. Alors ce terme de dame, c'est un terme qui est officiel, qui vient du latin domina, qu'on est habitué à entendre d'ailleurs par exemple pour le nom des cathédrales, Notre-Dame, première dame on pourrait dire que c'est Marie, et toutes les autres donc ont ce même titre. Il n'y a pas de barrière à leur exercice du pouvoir. Les femmes sont toutes puissantes dans cette période du XIe et XIIe siècle. Mais elles ne sont pas toutes puissantes dans une relation de rivalité avec l'homme, pas du tout. Au contraire, vous avez un phénomène qu'on pourrait qualifier de nos jours, pour faire bien, de collégial. Il s'agit d'une collégialité. Pourquoi ? Parce que ça atteint la famille élargie, comme je vous l'ai dit au départ. Par conséquent, la famille agit en chœur dans le transfert et dans la gestion des biens, à l'occasion du mariage notamment, mais par la suite aussi pour les héritages, comme je vous l'ai expliqué avant. En ce qui concerne les époux eux-mêmes, je trouve que le terme de complémentarité est le meilleur. Le nom des deux époux apparaît dans tous les documents juridiques. Ça veut dire que l'homme ne va pas pouvoir faire son truc comme ça, dans son coin, en catimini. Non. Avec sa femme. Et aussi, non seulement dans les documents juridiques, mais même dans les représentations du couple, ils apparaissent tous les deux ensemble à niveau d'égalité.
Donc si vous prenez un document juridique comme par exemple la charte de la fondation de l'abbaye d'Ardes en 1117, vous voyez Emma de Guines et son mari qui sont tous deux assis sur leur lit. Donc vous voyez, c'est ça le pouvoir du couple. Hein. Les époux sont sur le même siège, c'est la domina, la dame, et le dominus, donc le seigneur. Les couples président donc ensemble les cours de justice. Ils rendent la justice à deux. Par exemple, Guillaume et Eustachia reçoivent les vassaux des Gouais. Ça, on en a la certitude quand on consulte la charte de Marmoutier. Bon, si vous voulez, pour la légèreté de l'exposé, je ne vais pas toujours faire référence à chaque affirmation à un document juridique. Mais dites-vous bien que les historiens, et notamment ceux que j'ai lus comme Eliane Viennot, assoient tout leur discours uniquement sur les documents dont on dispose. Il n'y a aucune fantaisie dans ce que je vous raconte. Tout ça est amplement prouvé. Même si c'est demeuré confidentiel du fait de la mauvaise volonté de l'Éducation nationale de retransmettre dans les collèges et lycées toutes ces notions qui pourtant sont extraordinaires et nous permettraient d'avoir un point de vue plus juste et plus éclairé sur notre époque. Alors donc, les veuves et les femmes mariées exercent les pleins pouvoirs. Encore un autre exemple, au XIIe siècle, Eustachia Gouet prend la direction de la seigneurie quand son mari Guillaume part en Terre Sainte. Donc quand ce n'est pas toute la famille qui part, c'est la femme qui dirige l'ensemble du domaine. Par exemple, Adèle de Blois dirige le comté en 1097, puis en 1101 pour la même raison. Alors, il arrive quelque chose aussi d'absolument incroyable, c'est que les domaines peuvent être gouvernés successivement par plusieurs femmes. Par exemple, Agnès, sa bru Angeralde, sa petite-fille Agnès, gouverne la seigneurie castrale de Sauvion dans le Languedoc de 1100 à 1150. Donc vous voyez, ça représente quand même un demi-siècle de transmission du domaine par les femmes et du pouvoir des femmes. Et enfin, donc, comme je l'ai signalé en introduction pour les croisades, eh bien, les femmes prennent les armes. Comme par exemple la comtesse de Flandre, Mao, quand son vassal, Arnould II de Guines, remue un peu trop. Du coup, ça suffit à le calmer d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de bataille. Enfin, elle dirige la défense des châteaux. Par exemple, en 1211, Guiraud de Lavaur face aux alliés de Simon de Montfort. C'est dans ce contexte, qui nous apparaît même quasiment belliqueux, que la fine amour va naître. Je dis fine amour de l'expression médiévale et non pas l'amour courtois, qui encore, une fois de plus, est un terme critique qui a été inventé bien après, au XIXe siècle. Donc, ce qui nous rend vraiment compte de l'amour courtois, c'est en fait la fine amour. Qu'est-ce que c'est que la fine amour ? C'est un amour qui est raffiné. J'ai passé sous le silence, évidemment, la grande culture des femmes qui ont des activités de mécène et donc leur éducation qui est extrêmement poussée. Il n'est pas rare qu'elles parlent le latin, le grec et même certaines l'hébreu. Et pas seulement les religieuses dans les couvents, les châtelaines, les dames donc. Alors ce terme, cette nouveauté de la fine amour a un sens quasiment alchimique, ça suppose une initiation. Qui est-ce qui initie l'autre ? C'est la dame qui initie le guerrier, le chevalier. D'ailleurs, il faut quand même prendre conscience du fait aussi que, vu l'importance des armes, les femmes sont plus éduquées, plus cultivées, ont davantage de savoir que la plupart des hommes, sauf si on considère les prélats et hommes d'église. Donc c'est pour ça qu'elles ont ce rôle d'initiation. Alors, pour vous le montrer, je vais vous lire un petit extrait du traité de l'amour d'André Le Chapelain. C'est un clerc. Alors, clerc à l'époque ne signifie pas qu'on appartient au clergé, mais simplement qu'on étudie beaucoup. Donc, il a écrit en latin pour la comtesse Marie de Champagne et son époux, donc le roi Louis VII.
C'est donc, si vous voulez, un résumé de ce qui a d'abord été vécu, senti. Hein, ça vient après coup. Ce n'est pas une propagande en faveur d'eux comme on assiste de nos jours. C'est-à-dire les gens ne font pas naturellement certaines choses, mais à force d'être matraqués, ils finiront par le faire. Là, c'est l'inverse. D'accord ? C'est vécu, c'est senti. Et après, il y a des gens qui écrivent à ce propos. Très important d'en prendre conscience tout de suite pour ne pas se tromper. Alors voilà ce qu'il écrit. Je tiens pour certain que tous les biens de cette vie sont donnés par Dieu pour faire votre volonté et celle des autres dames. Il est évident, et pour ma raison absolument claire, que les hommes ne sont rien, qu'ils sont incapables de boire à la source du bien s'ils ne sont pas mus par les femmes. Toutefois, les femmes étant l'origine et la cause de tout bien, et Dieu leur ayant donné une si grande prérogative, il faut qu'elles se montrent telles que la vertu de ceux qui font le bien incite les autres à en faire autant. Si leur lumière n'éclaire personne, elle sera comme la bougie dans les ténèbres éteintes, qui ne chasse ni n'attire personne. Ainsi, il est manifeste que chacun doit s'efforcer de servir les dames, afin qu'ils puissent être illuminés de leur grâce. Et elles doivent faire de leur mieux pour conserver les cœurs des bons dans les bonnes actions, et honorer les bons pour leur mérite. Parce que tout le bien que font les êtres vivants est fait par l'amour des femmes, pour être loué par elles et pouvoir se vanter des dons qu'elles font, sans lesquels rien n'est fait dans cette vie qui soit digne d'éloge. Donc après cette introduction extraordinaire, il va présenter un palais qui est celui de l'amour et dans lequel seule une certaine catégorie de femmes entre. Seules les femmes qui entrent dans l'ordre de la chevalerie d'amour sont jugées dignes d'éloge par les hommes et pour leur probité sont renommées dans tous les cœurs. Tout ce qu'on voit s'accomplir de grand dans le siècle est inconcevable s'il ne tire son origine de l'amour. Et après, il va donner donc une explication. S'il n'était pas possible aux hommes d'ouvrir aux dames, lorsqu'ils le veulent, les secrets de leur cœur, l'amour périrait entièrement, lui que chacun reconnaît comme source et origine de tout bien, et nul ne pourrait venir à l'aide des autres. Toutes les œuvres de courtoisie demeureraient inconnues aux hommes. Vous voyez qu'on en arrive à quelque chose de concret, les œuvres de courtoisie. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces œuvres de courtoisie ? Ces œuvres de courtoisie, c'est d'abord un art de vivre. Vous imaginez bien que dans cette atmosphère très particulière, eh bien, on a développé tout un art de vivre qui innerve vraiment toutes les composantes de la vie quotidienne. C'est d'ailleurs quelque chose qui déborde largement les cours et qui finalement va infiltrer même les familles qui ne sont pas nobles. Et donc notamment la manière de se comporter dans le mariage. Alors, l'art de vivre, l'élégance morale, la politesse de conduite et d'esprit fondée sur la générosité, la loyauté. Donc ça, la loyauté, c'est facile à comprendre puisque vous savez qu'au Moyen-Âge, tout se fait par serment. On doit être fidèle à son Seigneur et en revanche, le Seigneur également. Donc la fidélité, la discrétion qui se manifeste dans la bonté, dans la douceur, dans l'humilité envers les dames, dans le souci de renommée, alors c'est ce qu'on appellera beaucoup plus tard la gloire, mais la renommée du chevalier. C'est pour ça qu'il fait des exploits. La libéralité qui s'oppose à l'avarice. Alors ça, on en aura un exemple très concret avec la reine Aliénor, mais retenez bien cette idée qui va avec ce que je vous ai montré dans l'introduction, c'est qu'il ne s'agit pas de thésauriser au Moyen-Âge. Le refus du mensonge, de l'envie et évidemment de toute lâcheté. Alors, vont se constituer des cours d'amour un peu partout, pas seulement dans les grands châteaux et auprès des reines, mais aussi, donc, comme je vous l'ai expliqué, dans les toutes petites cours qui se sont disséminées partout à l'occasion de la fortification, de la construction de chaque château. Donc vous avez des cours d'amour bien évidemment autour d'Aliénor ou de sa fille à Poitiers, à Troyes. Et donc
le chapelain va nous exposer l'une des activités de ces cours d'amour, qui est de se pencher sur un certain nombre de cas, ce qu'on appelle donc la casuistique, ce qui donc revêt parfois un côté un peu amusant. Donc là, un exemple qui a été vécu. Il fut demandé à la reine Aliénor quel amour on devait choisir de préférence, celui d'un jeune homme ou de quelqu'un déjà avancé en âge. Avec une admirable subtilité, elle répondit que l'amour bon ou meilleur ne se mesure pas à l'âge, mais à la qualité de l'homme, à l'honnêteté et à la délicatesse de ses mœurs. Cependant, par un instinct naturel, les hommes jeunes préfèrent généralement se livrer à l'amour de femmes plus âgées plutôt qu'à celui de jeunettes de même âge qu'eux. Au contraire, les hommes plus âgés préfèrent l'étreinte de jeunes filles et leurs baisers plutôt que ceux de femmes plus avancées en âge. Inversement, une femme, qu'elle soit jeune ou plus âgée, recherche plutôt les faveurs des jeunes gens que d'hommes plus âgés. À quoi cela tient-il ? Il me semble que c'est une question d'ordre physique. Alors, pour vous amuser un peu, j'ai trouvé un exemple qui, lui, était quand même assez excessif. C'est Mathilde de Toscane, donc qui s'est particulièrement illustrée dans la défense du pape Grégoire VII. Eh bien, cette femme, à 46 ans, épouse en 1089 le jeune Welf de Bavière, qui en a 17. Vous voyez que c'est une manière de vivre l'amour courtois qui est tout à fait plaisante dans son cas. Alors, on a vu que les premiers lieux, évidemment, d'épanouissement de la vie courtoise, de la fine amour, ce sont les cours, mais pas seulement. Ce sont aussi les abbayes. Et donc, j'ai choisi de vous présenter l'abbaye de Fontevraud. Alors, on va admirer déjà les lieux. Bon, évidemment, il n'y a pas que la construction médiévale. De nos jours, ça a été restauré. Et vous voyez aussi tout ce qui a suivi au cours des siècles, et notamment au XVIIe, à la Renaissance au XVIIe. Donc ça se trouve en Anjou. Ça, c'est l'époque médiévale, ça se voit. Et voilà les gisants, donc notamment celui d'Aliénor d'Aquitaine. Alors, le 31 août 1119, l'abbaye Sainte-Marie de Fontevraud reçoit la visite du pape Calixte II, qui vient consacrer le maître-autel de l'abbaye. Cette abbaye, donc toute neuve. Devinez qui est à la tête de cette abbaye. Pétronille de Chemillé, 26 ans. C'est la première abbesse de Fontevraud.
Comment se fait-il que le fondateur de cette abbaye, Robert d'Abrissel, ait pu choisir une aussi jeune femme pour diriger non seulement les moniales, mais aussi les moines? Alors, il nous l'explique. Sachez-le, frères très chers, tout ce que j'ai bâti en ce monde, je l'ai fait pour le bien de nos moniales. Je leur ai consacré toute la force de mes facultés, et qui plus est, je me suis soumis moi-même et mes disciples à leur service pour le bien de nos âmes. J'ai donc décidé avec votre conseil que, de mon vivant, c'est une abbesse qui dirigerait cette congrégation, qu'après ma mort, personne n'a osé contredire à ces dispositions que j'ai prises. Alors, cette abbesse, en plus, il veut que ce soit une veuve, c'est-à-dire qu'elle ait eu l'expérience du mariage. Ça se comprend facilement, puisqu'elle est au service des moines. En fait, il considère les moines comme l'apôtre Saint Jean, à qui le Christ donne, quand il est en croix, sa mère Marie. Et il la prend chez lui. C'est le modèle qui explique ce choix. Donc Pétronie de Cheminée, qui est fameuse pour sa beauté et son intelligence, est à la tête de 300 moniales et de 70 moines. Sugère, donc, qui est l'abbé de Saint-Denis, beaucoup plus tard estime à 5000 le nombre des membres de l'ordre en 1140-1150. Donc vous voyez que l'ordre s'est vraiment agrandi et qu'il y a eu de très très nombreuses fondations. Alors on va s'arrêter quand même sur le portrait de cet homme que je trouve tout à fait extraordinaire, qui est Robert d'Abrissel. Donc puisqu'on n'est pas très nombreux, je vous dirais franchement que quand j'ai découvert cette histoire, j'avais une vingtaine d'années et j'avais la chance d'être à la faculté François Rabelais à Tours. Donc du coup, ni une ni deux, je suis allée à l'abbaye de Fontevraud. Et voilà, donc il naît en Bretagne en 1050 dans une famille de prêtres. Il étudie dans diverses écoles, Paris et Rennes. Une fois qu'il devient prêtre lui-même, eh bien, il déploie beaucoup de zèle pour la réforme grégorienne de l'Église, qui lutte donc contre la simonie, c'est-à-dire l'usage de l'argent en échange de certains services, et surtout contre le mariage des prêtres, parce que comme je vous l'ai expliqué, il a fallu attendre très très longtemps dans l'histoire de l'Église pour que finalement les prêtres ne se marient pas. À Angers, il va faire la connaissance de Marbrode, le futur évêque de Rennes, avec lequel il est vraiment très très ami. Et c'est lui qui va l'inciter à devenir ermite dans la forêt de Craon, donc dans le Maine. Et que se passe-t-il? Eh bien, une fois qu'il se retrouve ermite, comme par hasard, tout le monde afflue vers lui. Donc des jeunes gens, des jeunes filles, des gens plus âgés. Ça constitue toute une troupe qui vit avec lui dans la pauvreté la plus absolue, qui erre, pour ainsi dire. Ils dorment donc tout le temps à la Belle Étoile. Donc pour finir, évidemment, il faut quand même fonder une abbaye et mettre toutes ces personnes qui désirent vivre de l'idéal de l'Évangile dans un lieu qui soit un peu plus sûr que les routes. Et donc en 1096, il va fonder Sainte-Marie de la Roë grâce à Sir Renaud de Craon. Et finalement, même le pape Urbain II le rencontre et l'incite à continuer à prêcher donc, en faveur de la croisade, comme je vous avais expliqué dans l'introduction. Et malgré tout, une troupe presque inquiétante continue à l'entourer. Des hommes, des femmes, lui-même, donc inutile de vous dire, cheveux longs, barbe, des habits qui n'en sont pas, enfin, mais une extraordinaire fécondité, puisque les gens continuent d'affluer autour de lui. Alors, je vais vous lire son petit portrait, quand même, qui a été fait par donc son ami Marbrode. On dit que tu as quitté l'habit régulier et que tu vas, un cilice à découvert sur ton corps, avec un vieux manteau troué, les jambes à demi nues, la barbe hirsute, les cheveux coupés en rond sur le front, nu-pieds au milieu de la foule, offrant à ceux qui te voient un singulier spectacle. Quant à ceux qui le suivent, c'est pas mieux. Vêtus d'oripeaux de toutes couleurs, reconnaissables à leur barbe touffue, si on leur demande ce qu'ils sont, ils répondent les disciples du Maître. Beaucoup d'hommes de toutes conditions accouraient et s'assemblaient aussi, des femmes,
pauvre ou noble, veuve ou vierge, vieille ou adolescente, prostituée ou de celles qui méprisent les hommes. Et donc le soir, il campe le long des routes. Donc vous voyez cette formidable liberté du Moyen-Âge. C'est ça qui pour nous est inconcevable en fait, puisque on n'agit jamais de manière libre. Alors, comme vous l'avez pu constater, cette abbaye de Fontevraud est magnifique, et elle est peuplée donc de dames qui entrent donc pour diriger, mais aussi pour mener une vie de religieuse, pour venir aussi quand elles ont trop de soucis, comme par exemple Aliénor d'Aquitaine, qui vient se ressourcer, comme on dirait de nos jours, dans cette abbaye. Alors Aliénor d'Aquitaine, je vous rappelle la date de sa naissance, 1122, et elle mourra en 1204. C'est la petite fille d'un troubadour, mais un troubadour de haute noblesse, puisqu'il s'agit de Guillaume IX d'Aquitaine. C'est lui l'un des premiers à avoir composé des œuvres courtoises. Et sa fille Aliénor, donc, commence par épouser Louis VII et devient donc reine de France. Elle est reine de France de 1137 à 1000... Non, je me trompe, là, ça doit être les dates de... Ouais, c'est pas possible. Enfin, Louis VII va la répudier au bout d'un certain nombre d'années de mariage, après avoir eu 2 filles. C'est une erreur politique énorme que fait le roi. Il est mal conseillé et conseillé par des clercs. Ils ont travaillé déjà par la volonté d'assujettir les femmes. En effet, Louis VII avait éloigné Aliénor d'Aquitaine du pouvoir, alors qu'il lui revenait de plein droit, étant donné qu'elle lui avait apporté, je vous rappelle, le duché d'Aquitaine, ce qui était énorme. Elle lui avait apporté l'équivalent de 19 départements de nos jours. Vous voyez, donc il aurait été normal donc qu'elle partage le pouvoir. Et donc il va se dépouiller bêtement de ce domaine. Et en 1152, Aliénor épouse Henri de Plantagenet à Poitiers. Dès qu'elle est mariée, elle va aller avec son époux à Fontevraud. La première visite du couple, juste après le mariage, est pour Fontevraud. Et c'est là donc qu'entrent en scène les nombreux documents sur lesquels on s'appuie pour montrer que Fontevraud est vraiment le lieu privilégié de la courtoisie. Je vous rappelle que l'une des vertus courtoises, c'est la libéralité, c'est le fait de donner. Eh bien, que fait Aliénor avec son mari ? Elle donne, elle fait une donation très importante à Fontevraud. On a la charte, donc je vais vous lire le document dans lequel elle se confie en même temps. Après avoir été séparée de mon seigneur Louis, très illustre roi des Francs, pour cause de parenté, donc vous vous souvenez l'inceste ? Vous voyez que, voilà, ça a bon dos l'inceste dans ce cas-là, pour cause de parenté, et avoir été unie en mariage à mon seigneur Henri, très noble consul des Angevins, poussé par une divine inspiration, j'ai souhaité rendre visite à l'assemblée des Saintes Vierges de Fontevraud. Et ce que j'avais dans l'esprit, avec l'aide de la grâce de Dieu, j'ai pu l'accomplir. Je suis donc venue, conduite par Dieu à Fontevraud, et j'ai franchi le seuil du chapitre de ces vierges. Et là, le cœur ému, j'ai approuvé, concédé et confirmé tout ce que mon père et mes ancêtres avaient donné à Dieu et à l'église de Fontevraud, et principalement cette aumône de 500 sous de monnaie poitevine, comme mon seigneur le roi des Francs, alors mon époux, et moi-même l'avions donné, selon ce que ses écrits et les miens l'ont décrit et montré. Voilà donc premier texte officiel qu'on a et qui montre qu'elle va établir donc des liens privilégiés avec cette abbaye. Alors, Henri donc, de Plantagenet va devenir roi le 19 décembre et Aliénor va recevoir la couronne avec lui, à Westminster. Elle aura donc 8 enfants. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette femme, donc qui en tout en aura eu 10, est une administratrice absolument infatigable. Comme dame,
eh bien, elle reçoit en particulier Bernard de Ventadour, qui est un grand poète courtois. Il séjourne chez elle en Angleterre, où elle favorise également l'écriture des généalogies des Plantagenets et les traditions historiques. Et puis elle n'oublie pas Fontevraud, même quand elle est en Angleterre. Et en 1155-1158, elle installe un monastère de l'ordre de Fontevraud à Westwood. Alors, il y a un épisode important des relations d'Henri II et de Louis VII qui survient à l'Épiphanie 1170. Il se reconnaît sujet et vassal du roi de France et répartit entre ses enfants les territoires du royaume plantagenet. Eh bien, que fait Aliénor ? À la Pâque 1170, elle instaure solennellement, comme duc d'Aquitaine et comte de Poitou, son second fils Richard, donc celui qu'on connaît sous le nom de Richard Cœur de Lion, puisqu'il s'est particulièrement illustré lors des croisades. Et que fait-elle ? Eh bien, une très généreuse donation à Fontevraud. Alors, les relations avec son mari se sont un peu dégradées, puisqu'il a une maîtresse, donc elle n'apprécie pas. Et que va-t-elle faire ? Elle soulève ses États contre le pouvoir despotique d'Henri Plantagenet. Et en 1173, donc, elle mène une révolte dans l'Aquitaine. La révolte, évidemment, est suivie par ses fils, Henri et Richard. Et donc, la révolte éclate véritablement, ouvertement. Donc, que fait Henri II ? Il essaye de la mater. Et l'année suivante, c'est ça qui est triste, elle est surprise en habit d'homme, avec une petite escorte de Poitevins, et elle est faite prisonnière. Et la pauvre reine Aliénor va donc passer 10 ans de solitude dans divers châteaux anglais, où elle est quasiment enfermée. Et ce n'est qu'à la Noël 1184 qu'elle va reprendre sa place à la cour. Eh bien, que font les deux époux à la suite de ces retrouvailles ? Ils vont à Fontevraud. Mais 4 ans plus tard, Henri Plantagenet meurt. Et qui va gouverner l'Angleterre ? Eh bien, c'est Aliénor d'Aquitaine. Aliénor gouverne l'Angleterre pendant que son fils Richard se couvre de gloire en Terre Sainte. Donc vous voyez, on retrouve vraiment dans sa vie, c'est pour ça que j'ai choisi elle comme héroïne de la courtoisie, on retrouve tous les ingrédients. La croisade quand elle est jeune femme avec Louis VII, ensuite tout correspond exactement. En 1193, Richard est prisonnier. Et que fait Aliénor ? Elle écrit au pape Céleste III. Alors je vais vous lire ça aussi parce que ça montre sur quel ton la reine parle au pape. Je trouve ça excellent. La grande liberté de ton de cette grande dame. De votre arbitrage et de la clémence de votre pouvoir dépendent ce que le peuple appelle de ses vœux. Et si votre main ne saisit promptement le jugement, tout le tragique de ce mal en reviendra à vous. Notre roi est dans les fers, et partout les angoisses le pressent, ce qui attriste publiquement l'Église et excite le murmure du peuple, ne contribue pas médiocrement à porter atteinte à votre réputation. Que dans un tel conflit, au milieu de tant de larmes, de tant de supplications, vous n'ayez pas envoyé un seul messager de votre part à ces princes, etc. Enfin, elle va finir par libérer Richard et elle se retire à Fontevraud, une nouvelle fois. Elle en a vraiment le désir, si vous voulez, ce qui s'explique quand même aussi par son âge et toutes ses activités. Mais en 1199, elle apprend que Richard est en train de mourir. Il se meurt et il fait appeler sa mère. Et que fait-elle ? À 75 ans, elle part dans le Limousin. Donc je vous rappelle, Fontevraud est en Anjou. Elle part dans le Limousin et elle recueille le dernier soupir de son fils le 6 avril. Les funérailles de Richard ont lieu à Fontevraud et son gisant, donc, est à côté de celui de son père, Henri de Plantagenet. Elle essuie encore la douleur d'un nouveau deuil, qui est la mort de sa fille Jeanne, en juillet 1199 à Rouen. Et alors là, elle fait ce que je considère véritablement comme un exploit.
80 ans, elle franchit les Pyrénées pour aller chercher sa petite fille Bianca. Qu'est-ce qu'elle désire? Elle veut que Bianca épouse Louis de France. Et c'est ce qui sera fait donc en mai 1200. Elle n'assiste pas au mariage. Mais on ne peut que saluer le grand discernement de cette reine. Car qui est cette petite Bianca? Eh bien, c'est Blanche de Castille, l'épouse de Louis IX, futur Saint-Louis donc. Et à la suite donc de cette expédition dans les Pyrénées, elle regagne Fontevraud. Et là, alors là, Régine Pernoud, qui a beaucoup de cœur dans tout ce qu'elle écrit, qui est celle qui a quand même défriché le sujet que je traite ce soir, hein, dit qu'elle aurait aimé que cette page de l'histoire n'existe pas. Eh bien, le petit-fils d'Aliénor d'Aquitaine, Arthur de Bretagne, a fait hommage à Philippe Auguste, c'est-à-dire au roi des Français. Enfin, un petit groupe de Français. Et même pour les fiefs personnels d'Aliénor. Donc vous voyez qu'en fait, là, il outrepasse complètement ses droits et il ne respecte pas du tout les coutumes féodales. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle part pour Poitiers. Malheureusement, elle n'arrive pas jusqu'à Poitiers, elle atteint seulement le château de Mirebeau. Et là, elle organise la défense du donjon, qui est attaqué par les 200 chevaliers d'Arthur. Elle prévient son fils Jean Santerre, qui remporte la seule victoire de sa vie, et grâce à sa mère, puisque c'est elle qui a organisé tout. Et enfin, Aliénor meurt le 31 mars, ou le 1er avril, on ignore, 1204. Vous voyez, pour terminer l'histoire d'Aliénor, qu'en fait, les chartes des donations de Fontevraud nous montrent, premièrement, l'administration totalement autonome de la reine. Elle a un sceau, elle a ses secrétaires, elle a son connétable, elle a son chapelain. Bref, elle est indépendante. J'en arrive donc à la fin de cet exposé. Qu'est-ce qu'on peut dire donc pour tirer une leçon bénéfique de cet exposé? D'abord, on voit qu'au XIe et au XIIe siècle, le sacrement de mariage a totalement renouvelé les relations de l'homme et de la femme. Cette nouveauté s'est étendue à l'ensemble de la féodalité. Le pouvoir des femmes nobles s'est considérablement accru grâce à l'hérédité des charges et à la multiplication des fiefs, et cela sans rivalité avec leur mari, grâce à l'évolution des coutumes. Et donc tout a été vécu en termes de complémentarité. C'est dans ce contexte qu'est née la fine amour. C'est donc l'invention de l'amour. L'invention de l'amour a été vécue non seulement dans les nombreuses cours, mais aussi dans une abbaye comme celle de Fontevraud. Les chartes de la reine Aliénor permettent de saisir sur le vif les œuvres de courtoisie dont je vous avais parlé. La féodalité qui a produit la merveille de la fine amour offre, quasiment 1000 ans plus tard, donc de nos jours, un modèle de société qui est beaucoup plus proche de nos préoccupations qu'il n'y paraît d'abord. Ça pour plusieurs raisons. En raison de la fragmentation du territoire national et de la dilution du pouvoir républicain, mais aussi en raison de l'islam et des idéologies mortifères qui aliènent les relations de l'homme et de la femme dans notre société. Donc la question que je pose au public, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder en face la grande clarté de la féodalité ?